Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, pas dans la salle des réveils, on est là, bien tranquillement à Paris, avec Dr Jean-Jacques Charbonnier, que vous reconnaissez très certainement, que j'ai pu interviewer de nombreuses fois sur le sujet de la mort, des expériences de mort imminente. Et cette fois-ci, c'est par rapport à ton dernier livre, La mort expliquée aux enfants et aux adultes, parce que quand même les adultes ont le droit d'avoir une explication par rapport à cette mort. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre-là? Parce que tu en as écrit de nombreux. C'est vrai que les parents, ils sont quand même perdus pour expliquer la mort aux enfants. Je crois qu'on ne naît pas matérialiste, on le devient. Et ce sont finalement les parents qui font devenir les enfants matérialistes pour engendrer encore et encore des générations de matérialistes. Donc à un moment donné, il faut qu'on coupe cette chaîne infernale pour que les enfants aient une autre approche de la mort et de la vie aussi, parce que quand on parle de la mort, on parle de la vie. Donc il fallait que ce livre existe. Et il n'existait pas jusqu'à présent. Chaque fois que les parents voulaient parler de la mort aux enfants, soit c'était les religions, ou soit c'était un médecin qui expliquait que le papillon était avant une chrysalide. Et on connaît l'histoire, cette métamorphose. Mais je crois qu'il y a maintenant des choses beaucoup plus sérieuses à dire aux enfants par rapport aux expériences de mort provisoire. Est-ce que toi, tu te retrouves donc dans la salle de réanimation, des réveils et tout ça? T'as eu, donc ça a été un peu comme ça que tu as commencé à écrire sur ce sujet-là. Tu t'es rendu compte que les adultes aussi avaient besoin de certaines explications par rapport à nos propres pertes, par rapport à la mort, par rapport au décès peut-être là dont tu parles de grands-parents. Il y a de nombreuses choses. T'as eu des enfants comme ça, des cas d'enfants en salle de réveil aussi qui expérimentaient ou qui parlaient de leur expérience de mort imminente? Les enfants parlent beaucoup plus facilement que les adultes. Ils ne sont pas bloqués par leur conscience analytique. Et donc les récits d'expériences d'arrêt cardiaque vécus par les enfants, il y en a beaucoup plus. 65% des enfants racontent une expérience de mort provisoire, alors qu'il n'y a que 18% d'adultes. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas bloqués par leur conscience analytique pour pouvoir communiquer sur ce sujet. Et nous... parents, quand les enfants demandent c'est quoi la mort, qu'est-ce que je vais devenir quand je vais mourir, qu'est-ce qu'il y a après, les parents sont bloqués. Soit ils donnent un renvoi, ils tapent en touche en disant tu es bien trop jeune pour t'occuper de ça, la mort c'est à la fin de la vie et tu verras après. Et en fait, non, parce que les enfants, c'est vraiment à ce moment-là qu'ils se posent la question existentielle. Quel âge ils demandent ? Vers l'âge de 5-7 ans, c'est le moment où on prend conscience que nous sommes mortels. Et c'est terrifiant parce que le monde adulte n'a pas de réponse par rapport à ça. Soit c'est la religion, mais la religion n'est pas tout à fait satisfaisante et apaisante. Moi, en particulier, je me souviens que quand j'étais enfant, on me disait si tu as été sage, tu iras au paradis, si tu as été méchant, tu iras en enfer. Et d'emblée, moi, je me situais dans les méchants parce que j'étais désobéissant, je faisais des petites bêtises d'enfant. Ça m'étonne pas, ça. J'ai pas changé. Et je me disais tu vas pas y couper, quoi. Tu vas aller brûler en enfer pour l'éternité. Et on me disait mais tu pourras te rattraper, il y a le purgatoire. Et je demandais, mais à quel moment ça va se faire, ça? À quel moment je vais être jugé? C'est au moment de la mort? Et on me disait, non, c'est au moment du jugement dernier. Et je disais, mais c'est quand le jugement dernier? On me disait, il faut attendre que tout le monde soit mort. C'est complètement flippant, ce truc, pour un gosse. À tel point que j'avais peur du noir. Et quand on nous a menés, avec mon frère, visiter les pierres tombales, le jour de la Toussaint, je me souviens que j'étais terrorisé parce que je me disais mais qu'est-ce qu'ils font tous ces braves gens, ils attendent d'être jugés dans le noir, qu'est-ce qu'ils doivent s'emmerder, etc. Enfin, des réflexions logiques d'enfants, quoi. Et c'est pas du tout logique ce qu'on leur propose, c'est pas du tout apaisant, quoi. Et devant la violence de nos sociétés modernes, cette question de la mort se pose presque quotidiennement, quoi. Les attentats à Paris aussi, des enfants qui demandent qu'est-ce qui se passe. Donc les enfants posent des questions aux parents, et les parents, que répondent-ils? Ils sont un peu désarmés face à ça. Et je reçois beaucoup de courriers, et je remercie les gens qui m'envoient toutes ces lettres ou ces mails en me disant
qu'ils avaient trouvé les réponses grâce à ce livre, qu'ils avaient trouvé un dialogue avec leurs enfants qui posaient ces questions en regardant le poste de télévision. Que vont devenir ces gens qui ont vécu ces expériences de terrorisme? Qu'est-ce que la mort? Voilà, les questions se posent avec une acuité particulière dans ces moments-là. Est-ce qu'on doit attendre justement un de ces événements, ou est-ce que tu dis aborder ça suffisamment jeune ou tôt avec vos enfants? Je ne pense pas qu'il faille attendre, parce que c'est presque trop tard si l'enfant pose la question. C'est un petit peu comme la sexualité. Parce que si on ne donne pas des réponses aux questions qui se posent sans les poser oralement, ils vont trouver des informations à droite à gauche qui ne seront pas satisfaisantes. Donc il faut vraiment leur donner les bonnes informations à ce moment-là. Ces gens vont être soumis au feu de l'actualité, mais aussi au feu des questions de leurs enfants. Que vont-ils leur dire? Donc il faut savoir que maintenant, il y a un certain nombre de faits précis, scientifiques, qui nous font dire qu'il y a des gens qui vivent des incursions dans l'au-delà pendant leurs arrêts cardiaques. Et c'est un petit peu le guide du routard de l'au-delà, il faut les écouter. Ils sont allés de l'autre côté et ils en sont revenus avec des expériences. Donc si on veut savoir comment ça se passe de l'autre côté, il faut écouter les gens qui l'ont vécu. Comme on écoute les gens qui ont visité un pays, quand on veut y aller, on les écoute. Pourquoi dire que ce sont des menteurs? Non, ils ont vécu une expérience, et cette expérience est la plupart du temps très apaisante face à la mort. Il y a un certain nombre de chercheurs et d'écrivains, comme Éric Dudoit par exemple, qui communiquent sur ces sujets dans les soins palliatifs, en faisant venir des expérienceurs, en se servant des livres comme les miens, et en proposant ces lectures. C'est apaisant, ces expériences sont apaisantes. Donc les enfants doivent désormais avoir un autre discours que celui qu'on leur donne actuellement. La société matérialiste dans laquelle on vit a tendance à faire croire aux enfants que nous ne sommes qu'un corps, que nous ne sommes que de la matière. Et si on écoute ce principe, ce dogme réductionniste, on se dit que oui, au moment de la mort, il n'y a plus rien, quoi. Si on n'est que de la matière. Mais par où commencer? À quel point en dire? Parce que ça peut aussi les effrayer de commencer à parler d'âme, peut-être, ou de passage dans l'au-delà. Après, ça fait peut-être ressortir un peu encore d'autres peurs. Donc comment aborder ça de manière douce? Je crois qu'il faut leur dire d'abord comment on fonctionne. Leur dire que nous ne sommes pas qu'un corps, que nous avons un corps, et qu'à l'intérieur de ce corps, il y a un esprit qui guide ce corps. Comme le conducteur d'une voiture, il faut prendre les choses très simplement avec les enfants. Il faut leur donner des modèles, des images. Ça leur parle. Une voiture, on l'abandonne à la fin de sa vie, mais le conducteur, il reste toujours le même. Et puis ça permet aussi d'avoir une distance face à cette image du corps qui est sacralisée dans nos sociétés occidentales. On ne supporte plus le handicap physique, on ne supporte plus de vieillir, on ne supporte plus les rides, on se fait du botox, on va chez le chirurgien esthétique. Enfin, tout ça parce que il y a une inflation de cette représentation du corps par rapport à l'esprit. Et si on n'est qu'un corps, c'est terrifiant. La vie est complètement ridicule, quoi. Ça devient terrifiant de vieillir, ça devient terrifiant de mourir. Donc, en pensant que nous sommes un esprit incarné, venu sur cette planète pour faire des expériences et pour progresser, à ce moment-là, tout change. Le rapport au corps change, le rapport à la vie change, le rapport aussi à la mort, surtout, change. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas malheureux au moment de perdre un être cher. C'est tout à fait normal et je leur explique que c'est normal de pleurer quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui est parti, qu'on ne pourra plus toucher, il n'y aura plus ce contact-là. Mais je leur explique aussi qu'on va surtout pleurer sur nos propres manques. On va pleurer sur les angoisses du futur. Que va-t-on devenir sans elle ou sans lui? Sur la nostalgie par rapport au passé, on ne connaîtra plus les moments qu'on a connus. Et c'est finalement toute cette représentation par rapport au deuil qui est mis en exergue dans ce livre. Je voudrais que les enfants comprennent qu'ils vont surtout pleurer sur eux-mêmes lorsqu'ils vont perdre un animal favori ou un être cher. Parce que je parle aussi de la mort des animaux dans ce livre.
On en parle de la même façon d'ailleurs, la mort d'un animal que d'un grand-père, ou au niveau de l'âme, je veux dire, au niveau de l'explication de ce qui se passe chez un animal versus une personne. Je commence à leur expliquer la mort du corps par la mort d'un animal. C'est comme ça que moi j'ai eu le premier contact avec la mort en étant enfant. J'ai vu un chat écrasé, que j'aimais beaucoup, et j'ai bien vu que cette espèce de tapis qui était dur et froid, c'était plus le chat que je connaissais. Le chat que je connaissais avait disparu. Et quand on va visiter des cadavres, on s'aperçoit que c'est la même chose finalement, que cette enveloppe qui est là n'est plus du tout la personne que l'on connaissait. Et ce sentiment-là, il faut que les enfants l'aient. Alors, on me demande aussi dans les questions, est-ce qu'il faut montrer le cadavre des êtres chers aux enfants ? C'est pas, la réponse, c'est pas oui ou non. C'est l'enfant qui va le dire. C'est l'enfant qui a ses propres ressentis qui va dire j'ai envie de voir j'ai envie de voir cette chose qu'est la mort, quoi, en quelque sorte. Ça se prépare peut-être un petit peu pour parents, parce que je me souviens à l'âge de 12 ans de voir mon grand-père dans son cercueil, ça m'a choqué, quoi, choqué. C'est d'autant plus choquant si on n'en a pas parlé avant. Si on a expliqué ce qu'est l'esprit, ce qu'est le corps, c'est différent. Il y a cette approche qui est beaucoup plus douce que si violemment on va être confronté à l'événement. Si on dit à l'enfant papy vient de mourir, est-ce que tu veux voir son corps ? Évidemment, ça va être un choix terrible pour un enfant. Est-ce qu'il va être en mesure lui-même de donner la décision tout de suite ? Il va dire je ne sais pas, il faut quand même avoir tout un discours préparatoire. Et je crois que ce discours préparatoire, il ne faut pas le faire dans l'urgence, il faut le faire avant que les événements surviennent. Il peut y avoir des sidérations psychologiques. Il y a maintenant des unités de réanimation psychologique. On a vu récemment dans l'actualité ces policiers abattus avec un enfant qui a assisté au meurtre de sa mère sous ses yeux. Il était en sidération psychologique. Il a fait de la réanimation psychologique. Si l'événement est brutal, inattendu et non préparé, c'est encore plus traumatisant. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des lectures, il faut qu'il y ait des préparations, il faut que les parents parlent très simplement et très honnêtement de la mort et de la vie, telle qu'on peut la concevoir dans ce livre. Oui, parce qu'il y a des accidents de voiture aussi qui se passent, la perte d'un parent, la perte d'un grand frère peut-être, on se retrouve dans un accident de voiture, le frère aîné part et il meurt devant nous. Quoi faire ? Là aussi, il y a des explications par rapport à ça, ou pour aller ces post-traumatismes, tu as des conseils ? C'est vrai que la meilleure chose, c'est la prévention. Donc la prévention, ça consiste à en parler avant. Il faut, s'il n'y a pas eu cette préparation, qu'au moment où l'événement se produit, il faut qu'il y ait une discussion, il faut que ça sorte. Ça peut se faire sous forme, en laissant parler l'enfant, tout simplement, ou en lui faisant dessiner ce qu'il ressent ou ce qu'il a vu. Le dessin, pour un enfant, ça peut être très violent. Et on verra cette violence sur le dessin, mais ça va lui faire du bien, ça va sortir, quoi. Il faut que ça sorte. Et je le dis aussi, il faut qu'il y ait des pleurs, il faut qu'il y ait des cris, il faut qu'il y ait des coups de poing dans des coussins, il faut qu'il y ait tout ça. Il faut pas du tout, ça veut pas dire qu'il faut pas cacher son mal-être et ses peurs et ses angoisses par rapport à la mort. Au contraire, il faut que ça sorte. Mais après... Au-delà des parents, il y a des aides aussi, non ? Je t'interromps, mais au-delà des parents, il y a des aides, il y a des personnes qui sont prêtes à accompagner, parce que ça manque des fois un petit peu de personnes formées à ça quand même. Alors, il y a les unités psychologiques de prise en charge, maintenant, c'est pratiquement automatique. Dès qu'il y a un drame quelque part qui se passe, il y a tout de suite des gens qui sont formés, des psychologues qui sont formés et qui viennent accompagner donc les gens qui ont subi ces traumatismes, parce qu'on connaît la déflagration psychologique, on connaît les conséquences aussi sur toute une vie après de ces traumatismes psychiques. Mais sans peut-être avoir les mêmes explications que tu offres ici. Voilà. Ouais. C'est ce que je veux dire dans la suite du propos, c'est que c'est peut-être pas suffisant. Il faut quand même qu'il y ait une approche en dehors du fait qu'il faut, grosso modo, toutes ces précautions psychologiques, c'est pour faire ressortir le mal-être de l'individu et une facilité
à pouvoir l'exprimer devant un tiers. Mais après, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une organisation intellectuelle qui fait dire que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort. S'il est arrivé ça, il y a un chapitre qui s'appelle « Et Dieu dans tout ça ». S'il est arrivé ça, c'est peut-être pour me faire évoluer sur le plan spirituel, en disant que ils nous le disent, les expérienceurs, d'ailleurs. Ça peut paraître, je suis désolé, mais ça peut paraître un petit peu dur de dire ça, mais surtout en période aiguë, c'est même inaudible. On ne peut pas dire aux gens, ce qui vous arrive, c'est une évolution spirituelle, ça va vous faire grandir, c'est pas possible. On va vous envoyer bouler si vous dites ça à quelqu'un qui vient de subir le pire. Mais il n'empêche que les expérienceurs nous disent que quand ils étaient de l'autre côté, ils ont compris que tout était juste, même les pires choses. Et que ce que l'on vit sur cette planète, les pires épreuves de cette planète sont là pour nous faire évoluer spirituellement. Et j'explique aux enfants que plus on a des épreuves dures, et plus on évolue spirituellement, et plus on est dans une progression qui va nous amener dans d'autres cheminements beaucoup plus larges, quoi. Donc ces évolutions spirituelles, elles ne peuvent arriver sans ces traumatismes, mais bon, elles ne vont pas être toutes acceptées. Et au moment où ça se passe, il ne faut pas avoir ce discours-là. Et donc il faut l'avoir avant, il faut qu'il y ait eu cette préparation avant, ou à distance, mais alors très à distance. Si maintenant on va dire à la maman qui a perdu son enfant dans un attentat terroriste que tout est juste et que ça va la faire progresser spirituellement, bien sûr elle va être scandalisée, elle aura raison. C'est pour ça qu'il faut que tout ce travail-là soit fait avant. Et les enfants sont très logiques, ils me disent mais tu dis que plus on vieillit et plus on est évolué spirituellement, mais moi j'ai vu des gens très vieux qui racontaient beaucoup de bêtises, hein, ils n'étaient pas très évolués, je lui parlais de la maladie d'Alzheimer bien sûr, et je leur explique que finalement notre cerveau n'est qu'un récepteur d'informations. C'est ce que nous montrent ces expériences de mort imminente. Il reçoit les informations et il les restitue plus ou moins bien. Donc l'esprit, l'âme de celui qui est victime de cette maladie terrible qui est la maladie d'Alzheimer, existe toujours dans l'au-delà. Et il est tout à fait sain dans l'au-delà. Je ne dirais pas de corps et d'esprit, puisqu'il y a de corps, mais l'esprit est sain dans l'au-delà. Simplement, la réception au niveau cérébral se fait mal. Comme un poste de radio qui est vieux et qui reçoit mal l'émission qui lui est injectée. L'émission, elle existe toujours. Elle est parfaite de l'autre côté. Et les médiums nous le disent dans leur contact, d'ailleurs. Ils nous disent, quand ils ont un contact de quelqu'un qui avait la maladie d'Alzheimer, l'entité qui se présente dit j'étais plus très bien à la fin de ma vie dans ma tête. Et on ne pouvait pas trop m'interroger. Mais il n'y a plus de maladie dans l'au-delà. Donc s'ils savent s'adresser à la personne qui est victime d'un Alzheimer ou d'un coma, c'est la même chose. Comme si l'esprit pouvait l'entendre, eh ben, les choses se passeraient différemment aussi. Donc je leur dis, il faut toujours donner de l'amour aux gens qui sont dans ces périodes de coma ou d'Alzheimer, parce que l'esprit entend encore. Il est de l'autre côté, il entend. C'est intéressant la manière dont tu l'écris, qui est une manière un petit peu différente de tes autres ouvrages, même s'ils sont tous très compréhensibles, hein, bien sûr. Et puis le message passe à chaque fois et on l'entend et on le ressent. Donc ça fait bouger les consciences quand même énormément. Donc merci pour tout ce travail que tu as mis en place. Mais là, celui-ci, tu l'as fait un peu en mode channeling, non? Un petit peu en mode je reçois de l'au-delà et je suis un peu dictée, tout comme d'ailleurs le dessin, c'est toi-même qui l'as fait. Oui, alors c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas toi qui l'as fait, je crois que c'était toi qui l'avais fait. Oui. Je pense pas que ça soit moi. C'est moi qui l'ai dessiné, mais c'est pas moi en fait. Hein. Parce que mon éditeur m'appelle, il me dit je vais vous mettre en relation avec le chargé de couverture. Et le chargé de couverture me dit maintenant ils ont un spécialiste pour faire les couvertures tellement c'est important pour faire vendre les livres, c'est d'abord l'accroche visuelle. Il était très content de son travail, il me dit je vais vous envoyer ça, vous verrez, c'est une main d'enfant qui tient un oiseau mort qui est sur le dos, sur un fond bleu sombre, c'est très joli. J'ai dit, celui-là, il n'a pas lu mon livre. C'est pas possible. C'est peut-être très beau au point de vue dessin, mais... Et là, je rentre dans mon bureau, et il me dit, je vais vous mettre en relation avec le chargé de couverture. Et le chargé de couverture me dit, je vais vous envoyer ça, vous verrez, c'est une main d'enfant qui tient un oiseau mort qui est sur le dos, sur un fond bleu sombre, c'est très joli. J'ai dit, celui-là, il n'a pas lu mon livre. C'est pas possible. C'est peut-être très beau au point de vue dessin, mais... Et là, je rentre dans mon bureau,
Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à mon bureau. C'est tout le temps le bordel, il y a des papiers partout, et tout est rangé. Ma femme de ménage avait tout rangé, alors qu'elle n'ose jamais ranger les trucs. Bon. Et je vois un cahier d'écolier qui apparaît donc dans ce dessin. Hein, sous le vrai dessin, il y a le quadrillage du cahier d'écolier. Il y a 2 pins smiley qui sont là, et il y a des crayons de couleur. Et là, je me mets à faire ce dessin très rapidement, en quelques secondes, et j'entends « On t'aide bien, couverture de ton livre », en clairaudience. Donc ça, c'est quand même de la médiumnité. C'était une première pour toi ? Oui, c'était une première. C'est pas vraiment de la clairaudience. C'est une pensée plutôt. En clairaudience, on entend. Là, j'ai pas entendu. J'ai entendu dans mon esprit. J'ai pas entendu une voix chuchotée comme les médiums entendent. C'est dans mon esprit, j'entends ça. J'entends. On t'aide bien, couverture de ton livre. J'ai entendu ça. Donc, je pense que tu as évolué au niveau du dessin quand même depuis. C'est-à-dire que là, c'est un dessin, on dirait d'enfant. Voilà, moi, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je dessine mieux que ça, quoi. Et là, c'est vrai, c'est un enfant je pense que c'est dans l'au-delà, il y a aussi ça. Il y a des enfants qui vous tiennent la main, qui vous font faire des trucs. Enfin, là, on voit bien que c'est un dessin d'enfant, quoi. C'est pas... oui. Et alors... je téléphone tout de suite, non pas au chargé de couverture, mais à Guy Trédaniel, qui est mon éditeur préféré, n'est-ce pas? Voilà. Notre éditeur, ouais. Notre éditeur préféré. Et je lui dis, voilà ce qui se passe. Il m'a dit, avec sa voix caractéristique, écoutez, hein, je vous fais confiance, cette histoire m'a beaucoup ému, ça sera la couverture de votre livre, j'ai pas vu le dessin, mais ça sera la couverture de votre livre. La voix, Guy, excuse-nous pour le petit... Oh là là. On dirait que j'ai l'impression d'être en face de Guy. Oui. Ah, je l'imite bien, non? Ah oui, très bien. Voilà. Et donc, ça a été la couverture du livre. Et je ne regrette pas parce que c'est tout à fait l'esprit que j'ai voulu donner au texte. Une vision à la fois apaisante, réconfortante, mais optimiste aussi. On peut parler de ça. On peut dire qu'il y a une vision optimiste de la mort. Puisque de l'autre côté, c'est aussi merveilleux que ce que nous racontent des expérienceurs. Bon, il ne faut pas non plus dire il faut aller se suicider, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Il faut faire très attention. Tous les gens qui ont vécu ces expériences vous le disent. La fausse piste, ça serait de précipiter le départ. Donc ça, il faut surtout pas le faire. Donc il faut mettre en garde. Quelles sont les questions les plus courantes ou, je suppose que le suicide aussi revient. Il y a des questions un petit peu comme ça, clés des enfants. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de tabou par rapport à la mort. Donc, il ne faut pas éluder la question du suicide. Qu'est-ce qu'un cadavre? Il y a un chapitre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un cadavre? Qu'est-ce qu'un suicide? Qu'est-ce qu'un médium ?» Il faut aussi parler des médiums. Parce que si on n'en parle pas, ils vont aller puiser des informations ailleurs qui ne seront pas bonnes. Il faut qu'il y ait un certain nombre de mises en garde. Il faut leur dire la communication avec l'au-delà est possible et peut être dangereuse. Si on se met à table à faire du Ouija, par exemple, à faire du spiritisme sans protection, sans prière, sans des personnes qui sont averties et qui peuvent conseiller ce genre de séances, de pratiques, et qui sont bien réelles, eh bien, on pourra avoir des enfants qui vont faire de grosses bêtises, quoi. Et s'ils n'ont pas d'informations, ils vont le faire. Les adolescents, ils vont, même avant, ils vont s'amuser à faire tourner les tables, à avoir des contacts. Donc, ils peuvent tomber sur n'importe quel esprit du bas astral qui risque de les envahir, etc. Ça peut être très dangereux. Mais ça, il faut que les parents leur disent. Il ne faut jamais jouer à ce genre de choses. Donc, ça ouvre plein d'autres questions. Donc, dès qu'on ouvre ça, on ouvre toute une boîte. Ben oui, c'est la boîte de Pandore. Mais on dit aux enfants, bien souvent, je n'en parle pas de ça. Je ne parle pas de ce sujet. Les médiums, c'est de la foutaise, ça n'existe pas. Il ne faut pas leur dire ça. Ça existe, la médiumnité. La médiumnité existe, mais elle peut être dangereuse si jamais on le fait n'importe comment. Donc il faut avoir simplement ce langage-là, en leur disant, voilà, le monde des esprits est réel, mais il faut faire attention, on ne peut pas s'adresser au monde des esprits de n'importe quelle façon. Par contre, je leur dis dans ce livre, si tu veux être en contact avec ta maman partie de l'autre côté, ton papa, tu pourras le faire avec ton cœur,
avec la prière, tu pourras recevoir des informations. Mais il ne faut pas s'amuser à faire joujou avec le monde des esprits, comme on peut le faire. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait dans des magasins de jouets des tables de Ouija. C'est quand même fou qu'on donne ce genre d'opportunité aux enfants, quoi. Les gens ne se rendent pas compte la façon dont ça peut être vécu, ces séances de spiritisme. Sur le contenu du livre, la façon dont tu l'as reçu, il y a un petit mot à dire par rapport à ça, parce qu'il s'est écrit très rapidement, celui-là aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il s'est écrit très très rapidement. C'est le livre qui m'a donné le moins de travail, puisque je l'ai écrit très rapidement, c'est vrai, en quelques semaines. Et je pense que c'est un livre c'est peut-être le livre qui compte le plus pour moi, par rapport à tout ce que j'ai écrit. Parce que je pense que quand on a assimilé un certain nombre de choses, la meilleure façon de le démontrer, c'est de s'adresser aux enfants en leur disant « voilà ce que j'ai compris de toutes ces choses-là ». Le jour où il y aura un physicien quantique qui écrira un livre, la physique quantique, à expliquer aux enfants, celui-là, ça veut dire qu'il aura compris un certain nombre de choses. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai tout compris, mais j'avais envie que les enfants aient un autre message par rapport à la mort, parce que c'est vraiment au moment de l'enfance où se forgent toutes les certitudes. C'est de la pâte à modeler. Ils écoutent les informations, ils vont prendre le meilleur, et tout ce qui va leur sembler logique, ça va être ensuite du béton, quoi. Une fois que leur vérité et leur réalité est forgée, c'est du béton. Et donc là, pour l'instant, le béton, c'est la pensée matérialiste, réductionniste. Et il faut vraiment y aller au marteau-piqueur, après au bâton d'explosif pour tout faire péter. C'est l'expérience de mort imminente, c'est l'expérience transcendante, c'est la décorporation, c'est enfin une expérience chamanique ou autre chose qui va bouleverser les choses. Moi, c'est mon expérience que j'ai vécue personnelle en SAMU, que l'on connaît maintenant. Hein. C'est cette sensation d'esprit sortant du corps de la personne que je ne parvenais pas à réanimer. Ça a été ça, mon bâton de dynamite. Mais j'étais vraiment dans la pensée matérialiste à fond, quoi. J'étais avec du béton. Hein. Il a fallu ça. Mais les enfants qui naissent maintenant ont moins de résistance quand même par rapport à ces sujets, voire certains sont qualifiés d'indigo, de cristal, arc-en-ciel, etc. Enfin, il y a plein de labels, mais tout ça pour dire que c'est comme avec Internet, en comparaison un petit peu raccourcie, mais c'est vrai ils savent tout de suite utiliser la tablette. Là, ça va leur parler un petit peu plus peut-être à ces petites âmes bien éveillées quand même dès la naissance. Oui, je suis persuadé que même certains enfants vont rigoler en voyant ça. Ils disent, mais je le sais depuis toujours ça. Bon, même ils vont leur raconter des histoires. C'est l'enfant du coup qui va raconter. Mais c'est naturel pour eux. Et les mamans m'écrivent, les parents me remercient parce que bien sûr j'ai mis... et aussi aux adultes, parce qu'il faut d'abord, en première lecture, c'est pas l'enfant qui va l'acheter, donc c'est en première lecture, c'est le parent qui va le lire, et puis si ce discours apaisant leur convient, ils vont ensuite le lire à leurs enfants. Parce que, le soir ? Oui, le soir, c'est ce que je conseille, et j'ai reçu des courriers, des retours de mamans, notamment une qui me dit... quand j'oublie de lire la page le soir, c'est ma fille qui me dit lis-moi la page, lis-moi une page du docteur. Voilà. Donc ça fait plaisir quand même. Ça veut dire que ce que j'ai voulu donner a été bien reçu. Il devrait y avoir une émission, c'est bientôt l'école des fans. Les enfants vont venir à toi me poser les petites questions, ça serait chou ça. J'ai eu aussi une institutrice qui m'a invité à venir, un directeur de collège aussi qui m'a écrit pour me dire... qu'ils aimeraient bien que je fasse une intervention chez eux. Donc, oui, je pense que ça peut être un outil pédagogique pour parler de la mort de façon plus générale et de façon, je dirais, plus naturelle, plus apaisante et plus réconfortante. Donc, c'est quand même pas mal. Parce que ça me rappelle tout ça, notre première interview à Toulouse, dans cette clinique. Et tu pratiques et tu m'as appelé tu parlais de secouer le cocotier. Je crois que tu l'as sacrément secoué depuis. Merci, Jean-Jacques. Merci, Lilou. À bientôt pour notre secouage de cocotier. Oh, ça secoue bien ici. On vous embrasse très, très fort. Merci de partager cette vidéo et lisez ce livre à partager en abondance. Merci. Gros bisous.